Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Vie d'artiste. Mon nom est Jackie Poulain, je suis auteur, compositeur, interprète. Jackie, je l'écris avec un Y. Vous pouvez prendre connaissance de ce que je fais à jackiepoulain.com, sur mon Facebook Jackie Poulain, les tambours de nos pères, et sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que l'émission Vie d'artiste? C'est une émission où je m'entretiens avec des artistes de différents milieux, de différents horizons, sur leur cheminement, leur carrière et tout ce qu'ils ont dû faire pour arriver à se réaliser à travers ce métier-là. Et ça, c'est sur une question de fond qui est de comprendre la vie d'un artiste dans une société où l'art est considéré, n'est pas considéré comme un métier, et je dirais plus qu'elle est considérée comme un divertissement. L'émission vous est présentée de façon aléatoire, c'est-à-dire que je n'ai pas de journée de prévue, mais ça va au gré des rencontres et des idées d'invités que j'ai. Donc, aujourd'hui, je reçois à l'émission David Jacques, le guitariste et luthiste. Salut David, Salut Jackie. ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de te retrouver après toutes ces années, après tout le cheminement Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, là. Ça fait plaisir. Oui. David est originaire de Saint-Georges-de-Beauce, au Québec. Il est titulaire d'un doctorat en interprétation de la musique ancienne, guitare et luth, de l'Université de Montréal. Il a d'abord étudié la guitare classique au Cégep de Sainte-Foy, à l'Université Laval et au Conservatoire de musique de Québec. Il a collaboré à plusieurs enregistrements sous étiquette, dont 21-21, Atma, DOS, Analecta, dont plusieurs ont été nominés à la Disque, au Juno, au prix Opus et au Écho Classique. David est très actif à l'étranger. Il a donné plus de 4000 concerts dans plus de 40 pays et sur 5 continents. Wow! Il a été l'invité de plusieurs orchestres tels que les Violons du Roi, Orchestre symphonique de Québec, Orchestre métropolitain, l'Orchestre symphonique de Montréal, Imuzici, Moscou Pocket Symphony, l'Ermitage de Moscou, l'Ensemble Caprice et le Mercury Orchestra de Houston. C'est tout un parcours. Parallèlement à ses activités d'interprète, David est professeur de guitare classique et de luth au département de musique du Cégep de Sainte-Foy et à la faculté de musique de l'Université Laval. Il siège aussi à l'occasion sur des jurys d'importants concours nationaux et internationaux. Et à travers toutes ces activités, comme s'il doit être débordé, il a également complété un baccalauréat en enseignement, en administration des affaires et en droit à l'Université Laval. Alors, David, c'est vraiment tout un parcours que tu as là. Il y a du travail dans ça. Tu te réalises de belle façon. Est-ce que tu pensais, quand tu as commencé à faire tes études en musique, est-ce que tu pensais qu'en 2022, tu aurais parcouru tout ce chemin-là? C'est drôle parce que je me souviens dans mon cours de philosophie au Cégep, mon professeur m'avait demandé, il nous demandait, vous, là, dans la vie, là, qu'est-ce qui ferait que vous seriez vraiment accompli? Quel événement ferait que vous seriez vraiment content de ce que vous avez fait? Puis moi, j'avais répondu à l'époque, si je pouvais jouer un jour avec un orchestre, je serais vraiment content. Alors OK. finalement, tu sais, pour répondre à ta question, évidemment, non, je m'attendais pas à ce que à ce que je puisse gagner ma vie comme musicien à ce point-là. Mais par contre, je peux dire que j'ai commencé vraiment tôt à travailler sur ça. Déjà au cégep, je gagnais de l'argent à faire des contrats de musique. J'avais 17 ans, 18 ans, puis Oui. je commençais déjà à tremper dans le milieu professionnel. J'étais pas juste un étudiant. Alors j'ai été étudiant et professionnel presque tout de suite au début. OK. Donc, avec les contacts et tout ça, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ça donne des résultats, ça c'est Ça donne sûr. des résultats, mais quand tu étais plus jeune, tu parles du cégep, là, mais avant ça, là, comment c'est venu à toi? Comment le classique s'est présenté à toi? Moi, je pense, moi, l'exemple que j'ai d'un jeune guitariste, souvent on est intéressé par la guitare électrique, par le rock et tout ça, mais toi, tu es allé vers le classique. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là?
En fait, je sais même pas si c'est un choix parce que ça remonte à très longtemps, là. J'étais assez jeune. Mais je viens de Saint-Georges-de-Beauce, puis il n'y avait pas 50 instruments qu'on pouvait choisir à l'époque. C'était guitare, piano ou violon, puis ça finissait là. Même violon, je suis pas sûr, là. Fait que j'avais pas tellement de choix. Puis au début, j'apprenais la guitare, point. J'ai pas pensé que j'apprenais la guitare classique en tant que telle. Puis d'ailleurs, je trouve qu'on est rapide à déterminer un style, parce que la musique à la base, c'est la musique. Un intervalle, par exemple, ça n'a pas de style. Fait qu'au début, Oui. j'apprenais juste la guitare, les accords, les notes, puis Et différents, souvent, on commence différents styles. naturellement sur cet instrument-là parce qu'il est plus facile à cause des cordes de nylon, là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, on commence avec ce qu'on a à la maison souvent. Moi, j'avais une guitare classique à la maison. Puis chez nous, c'était plus, la tradition était plus classique dans la famille de mon père. C'est, par exemple, il y avait des pianistes. La plupart jouaient du piano classique ou enseignaient le piano à différents niveaux. Et puis donc, ce que je me souviens des Noëls, par exemple, c'est les chanteurs, les maisons qui ont des voix de ténor, qui chantent en chœur les cantiques de Noël. Oui. Et puis donc, pour moi, Wow. c'était plus dans mon environnement d'entendre de la musique classique que d'autres styles de musique. Même quand j'étais adolescent, j'écoutais pas vraiment de la musique que les autres personnes de mon âge écoutaient. OK. Euh, Ben ouais, c'est ça. Tu étais c'est plus ça. porté vers la musique qui était dans ton environnement. Donc, c'est de cette façon-là que ça s'est révélé à toi. Oui, C'est la musique de présentement. film aussi, la musique, Oui. tu sais, c'était pas nécessairement la guitare classique, mais tout ce qui était orchestral, puis tout ça, ça Orchestral, m'attirait, tu oui. sais, c'est de la musique qui m'attirait, étrangement, pour quelqu'un de 14 ans, là, c'est ça que j'aimais faire, ou les stage bands, ou les harmonies à l'école, j'adorais ça, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai choisi d'aller étudier en musique. Je jouais OK. de la trompette, je jouais même pas de la guitare à l'école, puis j'ai hésité beaucoup entre la trompette et la guitare. D'ailleurs, j'en ai fait à l'université jusqu'à assez tard. J'ai même gagné un peu ma vie à jouer de la trompette. Ça, c'est un peu bizarre là, d'entendre OK, ça, là, mais c'est un côté de j'ai- toi que je connaissais il pas, y a ça. déjà il y a déjà des gens qui m'ont payé pour jouer de la trompette. Ça, je peux vous dire ça. OK. Fait que là, ce que je comprends, là, c'est que ça s'est installé naturellement autour de toi, là, l'espèce de côté euh, plus technique de la musique, là, avec des orchestrations là, dans les parties de Noël avec tes oncles, la musique de film que tu écoutais. Donc, ton oreille se formait, était attirée vers des choses plus complexes un peu, là. Oui, on peut dire ça comme ça, mais ça venait chercher quelque chose en moi. Je trouvais ça beau. Tu sais, la beauté pour moi, c'était ça. Puis j'aimais pas les choses, la musique forte. J'ai jamais aimé la musique forte. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi la guitare classique aussi, Et le parce côté que plus de chambre, là. oui, là, c'est ça, exactement. Quand ça devenait trop fort, même quand j'allais voir des spectacles, où c'était trop fort, je me sentais un peu agressé. OK? C'est Donc, particulier, mais puis là, tu allais voir des concerts. Tu sais, pendant les études, là, ils nous présentent, on apprend un répertoire, ils nous incitent à aller jouer devant la classe de guitare, souvent de participer, d'organiser des concerts dans la salle de l'école. Comment ça s'est venu à toi, le côté plus concertiste, le côté concertiste que tu as, parce que se retrouver sur une scène, il faut avoir envie de le faire. Là. Comment tu as eu la piqûre là, de te dire, ah, moi, j'ai envie de donner des concerts? Là. ben moi, j'ai jamais eu la piqûre d'être un concertiste soliste. Pour moi, la musique, ça a toujours été un plaisir de jouer avec d'autres. Fait que tout de suite, lorsque j'ai commencé ma carrière, même à 17 ans, 18 ans, j'étais toujours en musique de chambre. Je jouais avec violon, j'accompagnais un chanteur. J'ai fait ça beaucoup, ce qui m'a outillé énormément par la suite, parce que jouer avec d'autres instruments que des guitaristes, c'est très bon. Puis d'écouter un peu plus que de s'écouter tout seul, c'est super bon aussi. Mais donc, Oui, pour dire que comme soliste, j'ai jamais eu cette motivation-là. appel-là. Mais par contre, évidemment, j'y ai pris plaisir à certains moments et notamment ces dernières années à jouer solo. Et je vais vous dire pourquoi tout d'un coup j'ai pris plaisir à faire ça, c'est que j'ai commencé à penser par moi-même et à décider par moi-même quel répertoire j'avais envie de jouer, puis ce qui me représentait bien. Tout ça pour dire que pendant 20 ans, j'ai essayé de jouer un répertoire qui était plus scolaire peut-être,
qu'on me disait, que mes professeurs peut-être me disaient, bon, ça prend telle pièce dans tel concours, dans telle circonstance, il faut que ce soit des grandes œuvres qui sont complexes, qui sont difficiles. Évidemment, je l'ai fait à l'université, mais dans la vie, j'avais pas envie de faire ça. Et puis, Et- ça a été une lutte, ça, parce que je pensais qu'on s'attendait à ça. Mais je oui, me ben suis c'est rendu parce que compte que j'ai... je pouvais présenter n'importe quelle pièce Oui. que ça me tente de jouer, puis j'étais vraiment plus convaincant, puis les gens aimaient ça. Ben, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais été stressé ou anxieux de faire un concert en solo parce que je vais jouer ce qui me tente. Oui, C'est tout. parce que d'ailleurs, j'ai vu passer un post récemment sur Facebook qui disait que c'est pas important la complexité, ça rejoint ce que tu dis là. La complexité de l'œuvre, c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'être à l'aise puis de jouer un répertoire qui a pas besoin d'être difficile, là. Exactement. En fait, je ne pense jamais à ça maintenant. Lorsque je choisis une pièce, je fais de la lecture dans les archives. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je me dis tout le temps, ah, quand je vais jouer ça, les gens vont aimer ça. Quand je vais jouer ça sur telle guitare, waouh, ça va. Donc, c'est peut-être le côté entrepreneur en moi, mais j'essaie d'aller chercher ce que les gens voudraient entendre aussi. Je suis pas juste à penser à moi-même dans ça, là, puis de Oui. vouloir montrer que je joue vite ou c'est pas ça. Puis je juge pas non plus ceux qui décident d'orienter leur carrière comme ça. C'est correct. Il y en a pour qui des pièces complexes, ça fait. Là. Je dis pas mais quand je joue en solo, j'aime mieux jouer du répertoire qui me tente de jouer. À ce moment-là, je suis plus convaincant comme artiste, puis je Oui, suis c'est plus sûr que c'est inspiré. important de te sentir convaincant et d'être à l'aise dedans pour bien rendre ton interprétation. C'est vraiment c'est une belle approche parce que je pense que ça pourrait aider plusieurs jeunes guitaristes de penser que pas nécessairement, c'est sûr que dans un but académique, un peu comme tu dis, c'est important de développer des aptitudes, mais dans un but d'interprétation et de s'amuser, c'est vraiment une belle approche. Tu parles de ton côté entrepreneur, David. Quand on parle scène, qu'on s'en va vers l'interprétation, on ne peut pas passer à côté de parler de travailleurs autonomes. Toi, tu as fondé, tu as mis sur pied ta propre production, les productions DJ, Mhm. David Jacques. Euh, Écoute, comment tu t'es en allé vers ça? C'est-tu à la force des choses? T'as-tu dit, ben là, moi, j'ai envie de faire de la scène, je dois gagner ma vie. C'était-tu une obligation ou comment ça s'est présenté à toi, ça? Puis où tu es allé chercher les outils pour développer ça aussi, là? Ben, en fait, c'est que j'ai eu à gérer très tôt dans ma carrière un afflux de demandes parce que je faisais pas juste de la musique classique, mais je faisais beaucoup de musique d'ambiance, je faisais beaucoup de musique d'animation, des concepts. J'aimais ça créer des concepts de concerts, par exemple, puis vendre ça. Fait que tu sais, c'était comme inné. Je lisais des livres sur la vente puis sur le marketing à 18 ans simplement parce que je voulais être capable de vendre mes idées, puis de trouver. Donc, j'ai toujours essayé de trouver des idées qui étaient différentes ou qui faisaient que je pensais que les gens seraient intéressés d'acheter mon Oui. concert, finalement, tu sais, parce que oui, je m'étais dit que c'était impératif que je gagne ma vie comme musicien. J'avais choisi de faire ça. Et puis mon père est comptable. Puis tu sais, OK. il m'a jamais dit non, va pas là-dedans, tu vas voir. Mais en même temps, en dedans de moi, je pense que je voulais comme un peu prouver aux gens autour de moi que c'était quand même possible de gagner sa vie comme musicien. Et puis, ben, je pense que j'ai quand même réussi Euh, assez oui, bien cela. absolument. Puis d'ailleurs, je pense que tu as cheminé pendant une quinzaine d'années. Puis à un moment donné, ton cheminement de travailleur autonome, tu t'es retrouvé finaliste aux Pléiades des chambres de commerce de Lévis. Ton travail a été souligné après une quinzaine d'années de travail. Donc, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que tu explorais plusieurs avenues, des choses que tu avais un goût de faire, des concepts différents. Puis là, tu me parlais tantôt que récemment, depuis un moment, tu as commencé à faire plus que la musique qui te rejoignait, toi, que tu sentais, qui te représentait. Comment tu t'es en allé vers la musique ancienne? Ça a dû être un long cheminement avant comme tu dis, là, ça s'est révélé à toi il n'y a pas si longtemps, là.
Ben, c'est-à-dire que la musique ancienne a toujours été dans mon parcours depuis que j'étais au cégep. J'avais des professeurs qui jouaient du luth, qui faisaient des concerts de musique ancienne. Ça me passionnait, ça. Le côté historique m'a toujours passionné. Je me suis acheté un luth. J'étais au cégep, encore une fois. Une guitare baroque après ça, lorsque j'étais au conservatoire. Mais c'était comme un peu parallèle dans le sens où j'avais mes productions DJ, où là, je faisais de la musique d'ambiance, je faisais des spectacles, justement, de rock and roll, un hommage aux Beatles. Je proposais toutes sortes d'affaires, ça me faisait gagner ma vie. Évidemment, le côté musique classique ne me faisait pas tant gagner ma vie à cette époque-là. C'était vraiment peut-être 10%, 90% pour l'animation, là. OK? Mais j'en faisais énormément. Je faisais 350 contrats par année. Des fois, j'en faisais 5 par jour différents. C'était incroyable comment ça pouvait rouler. Il y avait une demande incroyable. OK? Et puis là, ça me laissait pas tant de temps que ça pour monter des concerts aussi ou ça. Bon. Euh, Là, à un moment donné, je suis venu un peu à bout de cette envie-là de faire toujours 350 gigs par année à courir partout dans la province. Puis c'était très fatigant. Puis à un moment donné, j'ai juste réduit ça. Et puis, naturellement, je me suis dit, ben, je vais faire plus de la musique pour moi-même parce que ça me manquait. Et c'est là qu'est né le projet Histoire de guitare. Puis là, avec les Oui. guitares anciennes, puis ça fait à peu près 3 ans. Et puis OK. ça a été un souffle nouveau dans ma carrière, mais complètement. Ah, mais c'est Parce que vraiment. je m'en allais pas là du tout, là. Oui, mais tu sais, avant d'en arriver à ça, là, ton Ouais. spectacle, ton nouveau spectacle, Histoire de guitare, dans tout ce cheminement-là, j'imagine que tu t'es entouré d'une équipe pour travailler avec tes productions parce que tu ne pouvais pas faire tout ça tout seul, là. Ben, c'est-à-dire que je travaillais beaucoup avec mon épouse, Carmen Genet, là, qui est chanteuse, avec qui j'ai travaillé justement pendant 20 ans sur ça, là, beaucoup. Mais je dirais que je faisais tout le côté marketing, monter les petits dépliants de présentation, contacter les clients. C'est vraiment ça, je faisais ça. Mais j'aimais ça faire ça. Je me levais le matin et je me disais, waouh, aujourd'hui j'ai le temps de faire ça. Oui, parce que tu as fait Euh, des lectures, comme tu disais, sur le côté marketing, puis en plus, tu as un ouais. bac là, dans la Oui, relation. mais ça, c'est venu après parce que justement, je voulais consolider ces acquis-là, puis je voulais comprendre, tu sais, ça m'intéressait vraiment. Puis c'est la même chose pour le droit. Jamais que j'aurais pensé étudier en droit puis en comptabilité. C'était deux choses qui étaient impensables il y a 25 ans. Mais par la force des choses, c'est devenu des intérêts parce qu'au début, je lisais juste des livres dans l'avion parce que je faisais des tournées puis je me cherchais de quoi à faire plutôt qu'écouter la télé tout le temps, là. Oui, Puis là, je lisais des livres, mais à un moment donné, je me suis dit, ben, pourquoi pas lire des livres puis être crédité pour ça. Fait que là, c'est là que je me suis inscrit à un petit cours à l'université. Puis finalement, je faisais des sessions avec 7 cours, puis même l'été, là. Fait que j'ai OK. fait mes bacs en 2 ans, puis ça roulait, puis j'en mangeais j'avais besoin d'apprendre euh, des domaines qui sont connexes à la musique, mais Oui, puis qui peuvent aider à développer justement une compagnie, puis à protéger ses droits, puis à ouais, connaître c'est un ça. peu. Absolument. Exactement. Puis à en faire profiter d'autres aussi, parce que maintenant, j'ai beaucoup de clients en comptabilité, peut-être 250 par année, où je fais de la fiscalité. J'adore faire ça. OK. Wow, David, vraiment c'est super. Mais ça prend plusieurs années avant d'en arriver à développer un concept de qualité comme tu as là. On dit de toi que tu es un fabuleux conteur et un grand musicien. Ça doit être vraiment le fun de se faire dire ça. Puis aussi, partout où tu présentes ton spectacle, tu es encensé par la critique. Euh, euh, donc, tu es devenu collectionneur, comme tu disais tantôt, de guitares anciennes à cause de cette passion pour la musique ancienne. Comment ça s'est présenté à toi? Là? Je veux dire, tu as vraiment une collection impressionnante de guitares. Comment ça a commencé là, à te diriger vers cette collection-là? Ouais. Ben d'abord, si les gens apprécient, puis j'ai des bonnes critiques dans les concerts, je pense que c'est parce que je suis moi-même. Puis quand je raconte des histoires, j'aime ça voir les réactions des gens. Fait que donc Ouais. j'ai développé ce côté conteur-là parce que j'aime ça. J'aime ça voir les réactions. J'aime ça que ce soit pas un concert monotone, mais plutôt qu'on se demande toujours qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va nous raconter. Oui. Fait que ça, pour moi, c'est aussi important, la présentation, parler, que jouer. Ça, c'est clair.
Bon, le concept en tant que tel, puis la collection, ben, c'est simplement que j'avais joué toute ma vie sur des guitares, des reproductions de guitares anciennes. Par exemple, une copie d'une Stradivarius, une copie d'une guitare de Vaubohème. J'ai fait mes études avec des copies parce que je pensais que c'était impossible de jouer sur des instruments anciens, originaux. On m'avait souvent enseigné ça, à tort ou à raison, que les guitares perdaient de leur qualité ou que le son mourait. C'est des choses que j'ai entendues tout le temps, ça. Fait que pour moi, une guitare ancienne originale, c'était fait pour être dans un musée, c'est tout, là. Parce que quand une Et guitare est entretenue, là, elle prend de la richesse, elle prend son son, oui, là. mais ça, moi, je pensais que ça durait 20 ans, une guitare. En fait, c'est que j'ai appris à écouter différemment, là, ça, je vais y revenir, mais donc j'ai acheté une première guitare, pas trop chère, mais qui était en condition correcte, là. Puis je me suis dit, ben, je vais jouer pour moi-même. C'était même pas un projet, c'était un projet personnel. Et je me disais, si elle sonne pas, au moins je vais jouer de la musique du 19e siècle sur une guitare du 19e. Puis moi, je vais aimer ça, ça va venir m'inspirer comme interprète. Oui, Parce que absolument. j'aime ça le côté, j'aime ça compter, mais j'aime ça me conter des histoires aussi. Fait que quand je joue comme Ouais. interprète, puis que je joue sur une guitare de 1830, puis que je joue de la musique de 1830, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, mais tout d'un coup, c'est comme si il y avait une bande, il y avait un film qui jouait, puis ça m'inspire beaucoup. Oui, mais C'est- souvent, ça commence comme ça, dans l'intimité, dans notre Oui, relation exact. avec notre art. Oui, Comme c'est ça, c'est ça. comme c'est là que prend naissance les projets, là. Exactement. Donc là, j'ai acheté cette guitare-là, puis j'ai commencé à faire des recherches sur comment acheter une guitare baroque originale, donc une guitare de 1700 quelque chose, et je me disais. Puis j'en ai finalement trouvé une en France, je l'ai achetée, et puis même chose, j'ai joué là-dessus, j'aimais. Puis là, je me suis mis à enregistrer un premier vidéo comme ça, juste mes mains, juste pour partager aux gens. C'est comme si ça débordait, là, mon enthousiasme débordait. J'ai enregistré Oui. un petit vidéo, je l'ai mis sur Facebook, euh, et puis là, ça a commencé à attirer l'attention de collectionneurs ou de restaurateurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit Oui. Hey, c'est le fun de voir un artiste qui joue sur Wow. des originaux. J'ai eu telle guitare, si ça t'intéresse. Puis là, je me suis fait offrir des guitares incroyables. Mais là, à des prix incroyables aussi, dans le sens que c'est quand même, Ouais, c'est c'est pas exorbitant. donné. Et là c'était l'étape de est-ce que j'investis là-dedans, tu sais. Et là, je Oui. me disais, waouh, si j'achète cette guitare-là, une Voboam 1660 originale, puis que je fais un projet de 10, puis que je vais jouer en concert, là, c'est l'entrepreneur qui parle. Et je me disais, waouh, les gens, je vais avoir un argument pour dire, ça va être complètement différent, je vais vous offrir une expérience concert. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Donc, en plus de jouer le répertoire que je connais bien, mais je vais le jouer sur une guitare ça se peut pas presque jouer sur ça. Oui, mais Euh, justement, tu joues sur des guitares là, qui sont des plus grands luthiers d'Europe, qui sont équivalents à des violons Stradivarius. Puis on dit que c'est une collection des plus anciennes guitares au monde, jouant encore en concert. C'est vraiment un beau concept, là. Oui, c'est un beau concept. C'est sûr qu'il y a plusieurs collectionneurs. Ça, c'est sûr, il y a des grandes collections à travers le monde, des musées, même des collections privées. Là où ma collection est spéciale, c'est que moi, je la partage avec les gens puis avec le public. C'est-à-dire que Oui, je la mets dans l'auto, puis je fais de la tournée avec, puis j'arrive sur la scène, puis ils sont là. Les guitares sont là, puis je les joue. Donc, je suis pas juste... euh, je suis pas invité par un musée pour jouer sur leurs instruments. Ce sont mes instruments, puis oui. c'est mon investissement, et puis je propose un concert qui est, je pense, unique, parce que d'avoir sur la même scène une Torres, une Voboam, une Lacotte, une Fabricatore, tous les meilleurs luthiers de chaque pays, c'est en tout cas, au début, je me disais, waouh, si je peux faire un concert avec la Voboam, ça va être incroyable. Imaginez Oui. maintenant, je fais des concerts avec 15 guitares sur scène. Oui, puis Ça d'ailleurs, dépasse toutes les objectifs que je m'étais fixés, ça dépasse tout ça. C'est incroyable. d'ailleurs, tu as posté une vidéo sur Facebook où tu es en tournée au Québec, puis tu rentres dans un petit hôtel, puis là, on te voit rentrer tes guitares pendant quasiment 3 minutes du vidéo. Puis là, c'est très drôle. Mais tu sais, de se procurer tous ces joyaux d'instruments-là, là, ça a dû te faire voyager dans le monde, cela, là.
Oui, ben, il y a certains instruments que j'ai dû aller chercher, effectivement. Mais ce qui est surtout incroyable, c'est, puis quand je regarde ça avec un peu de recul, parce que c'est quand même assez récent, tout ça, on parle de 3 ans, là. Mais quand je regarde ça avec un peu de recul, je me rends compte à quel point l'aspect finance, puis l'aspect, tu sais, l'organisation, comment organiser mes finances pour faire l'acquisition de tout ça, parce que je suis pas, Oui. je suis un musicien, là, on s'entend. Il a fallu que je travaille fort pour construire cette collection-là, puis en revendre, puis donc peut-être acheter des instruments à restaurer, partager ça, revendre, etc. Oui, Demander parce des que ça demande bourses de du Conseil des l'entretien, arts, là. demander l'aide de mécènes. Je suis allé cogner à plein de portes, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Puis je regarde derrière maintenant, puis je me dis, waouh, j'ai quand même réussi à bâtir un patrimoine culturel, matériel, euh, Vraiment. qui perd pas vraiment de valeur, puis au contraire, qui vit encore. Moi, je suis assez fier de tout ça, là. C'est Oui, ben absolument. un peu grâce à mon épouse aussi, parce qu'elle m'a dit Oui. oui au début, lorsque j'ai fait le premier achat qui avait pas de bon sens, là. Elle m'a dit, je te fais confiance, puis grâce à ça, j'ai pu builder, parce que sinon, ça aurait pu être mort dans l'œuf en partant. Oui, mais tu as eu de l'appui, puis ça, c'est important, là, Ouais. à la base, dans le noyau, que ça allait dans la bonne direction. Écoute, non seulement tu es actif sur la scène internationale, mais tu fais des concerts au Québec aussi, puis tu collabores avec des artistes de chez nous. L'année passée, en 2021, tu as accompagné Gilles Vigneault sur son dernier album, Romance d'hiver, avec un de tes instruments, une de tes guitares, dont il existe seulement 5 exemplaires sur la planète. Ben, en fait, on ne sait pas exactement combien il en reste, mais si on fait un décompte des guitares TORB, là, c'est cet instrument que j'utilise avec Gilles Vigneault, si on fait un décompte là, de ce qu'on connaît dans certains musées puis dans les collections privées, c'est sûr qu'il en existe vraiment pas beaucoup. Puis, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres qui jouent des originales, là. Fait que c'était Oui. quand même spécial de pouvoir accompagner notre grand poète québécois sur Comment cet ça s'est instrument-là. passé? Est-ce que tu as travaillé à distance ou tu es vraiment allé en studio puis tu as rencontré M. Vigneault? Ben, en fait, j'ai travaillé l'arrangement, parce que l'arrangement était déjà écrit globalement, mais pour la Oui. guitare, pour essayer sur quelle guitare on va faire ça. Donc, on a fait une espèce de pré-production où j'envoyais des esquisses et puis on discutait là, avec, avec les réalisateurs, là, Claude Champagne, Jim Corcoran, et Oui. puis on travaillait sur cette... Julie Thériault aussi. Euh, et puis, à un moment donné, ben, on a simplement décidé que ça allait être sur la guitare TRB. Et puis là, ben, je suis allé en studio à Montréal pour enregistrer la track. Mais Monsieur Vigneault avait tout enregistré ses tracks d'avance. OK. COVID, c'est un Oblige. peu la problématique, là. Donc, mais en même temps, ça a donné quelque chose d'incroyable, je pense. Oui. Moi, c'est cette pièce-là, je la trouve vraiment super belle. C'est Ah, une c'est de mes vraiment beau, préférées. effectivement. Je l'ai entendu. Tu me l'as fait découvrir en la postant et en postant ton travail que tu avais fait. C'est vraiment une belle réalisation. C'est un plaisir d'entendre cette pièce-là. Tu sais, David, tu es, un artiste, comme je disais, au rayonnement international. Ça demande de la discipline, de la rigueur pour arriver à ce niveau d'excellence-là. À quoi ça ressemble une semaine dans la vie de David Jacques, là? Ben, en fait, ça dépend. Évidemment, à cause de la COVID, ma routine a changé beaucoup. Mais mettons, avant la pandémie, c'était, ma valise était toujours dans mon bureau, c'est-à-dire qu'il y a toujours des tournées sans arrêt. Et puis un peu moins d'enseignement parce que là, jongler avec tout ça, c'est Oui. pas facile. Mais il y a beaucoup de chevauchement aussi. Il n'y a pas beaucoup de temps mort dans ma journée. Fait que souvent, par exemple, si je suis en déplacement dans un avion, ben, je vais faire autre chose. Je vais faire du booking, je vais faire de la comptabilité, je fais des rapports d'impôts quand je suis en tournée longtemps, par exemple. Je fais donc, j'essaie de rentabiliser le plus mon temps possible. Mais Oui. avec la pandémie puis mon nouveau projet Histoire de guitare, je dirais qu'à tous les jours, je prends une demi-heure pour lire dans les archives, pour juste découvrir de la musique. Euh, Quand je trouve des pièces intéressantes, je les enregistre en lecture à vue. Donc, ben, en tout cas, en déchiffrage, j'ai des pièces que je connaissais pas, mais que c'est un peu ma façon aussi de faire
une étude de marché. Tu sais, on parle encore d'entrepreneuriat, là. Oui, Mais, absolument. mais tu sais, moi, je découvre une pièce, je la partage sur Facebook, j'ai aucune idée ça va être quoi la réaction. Des fois c'est wow, beaucoup, beaucoup de réactions, d'autres fois un peu moins. Puis moi, je prends des notes. Je me dis, OK, j'ai un prochain disque qui s'en vient, ben, ça m'aide à voir ce que les gens aiment aussi, tu sais, aiment entendre, parce que ça part d'une pièce que moi j'aime, je sais que je vais aimer la jouer, mais après ça, c'est le fun de voir la réaction que... Oui, C'est pour ça. l'amener en concert C'est éventuellement. ça, exact, exact. Fait que là, puis sinon, ben, dans ma journée, j'ai beaucoup d'enseignements à l'université, au Cégep Sainte-Foy. Oui. Ça, c'est sûr, avec la pandémie. J'ai eu des étudiants en privé aussi, là, même à l'étranger, où j'enseignais en ligne à des Européens, par exemple. Et, mais sinon, on a l'impression que souvent, on me dit ça, tu dois pas dormir, mais moi, à 5 heures, je ferme la shop, là. OK, tu n'as C'est assez fait parce que c'est vraiment, j'imagine que tu es très organisé. Comme tu c'est disais, tu ça, rentabilises ton temps, puis ta exactement. journée est efficace, Ouais. là. Ouais. Puis c'est surtout, je pense que la clé, pour moi dans ma carrière, ça a été la lecture à vue. Si j'ai un conseil à donner à mes étudiants ou à n'importe qui, pour moi, la lecture à vue, ça a été, ça a été salutaire. Ça me permet d'aller jouer avec les violons du roi, par exemple. Tu sais, les violonistes sont habitués, là, et on leur met des partitions là, puis ils jouent tout de suite, mais les guitaristes, souvent, c'est plus long. Mais moi, j'ai Oui, développé cette aisance-là qui fait que je suis capable d'arriver avec n'importe quel musicien, puis d'être en lecture, puis ça fonctionne. Même si j'ai une partition avec pas d'accord d'écrit, juste une clé de fa, ou j'ai une partition de piano, ou faut que je transpose. Il y a toutes sortes d'éléments qui rendent des fois la vie difficile au guitariste, mais la lecture à vue, ça sauve vraiment. Fait que ça me sauve énormément de temps parce que j'ai préparé un concert, pour moi, ça se fait sur un coin de table. c'est vraiment un beau conseil. Écoute, David, on dit que tu es un solide ambassadeur pour le Québec. Ça, c'est vraiment un beau compliment. Ça doit faire quelque chose de recevoir un compliment comme ça. Je sais pas Puis, qui dit ça, mais c'est gentil. ben, j'ai pris ça, j'ai pas noté la source, là, mais Ouais. c'est dans un des Peut-être un concerts qu'on t'a journaliste. donné, qui t'a présenté comme ça. Mhm. Tu évolues, ça disait aussi que tu évolues dans un univers où les experts sont rares. Comme tu dis, tu es enseignant au cégep, ça prend beaucoup de ton temps à l'université aussi pour transmettre ta passion. Euh, Est-ce que tu penses que c'est réaliste d'offrir la possibilité de faire un parcours aussi demandant pour des jeunes? Tu sais, un parcours souvent qui est réservé, moi, je pense, à une élite. Quand on veut vraiment s'accomplir dans ça. Puis souvent, quand on entreprend ces études-là, on finira probablement pas sur une scène, puis on va être surtout, moi je pense, destiné à devenir professeur pour l'élite, justement, ce qui est une bonne chose en soi. Puis, voire même que plusieurs vont abandonner parfois, même souvent, les études en cours et après les études vont abandonner le domaine. Est-ce que tu trouves ça particulier comme... Est-ce que tu trouves ça réaliste? Ben, en fait, moi, je trouve que c'est encore une question d'entrepreneuriat. Oui, Quelqu'un qui est convaincu qu'il y a quelque chose à vendre, puis là, ça va être dit vraiment froidement, là, mais quelqu'un qui est convaincu qu'il y a quelque chose à vendre, c'est différent, puis que les gens vont vouloir acheter ça, ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher. Mais c'est oui. sûr que si tu sers toujours les mêmes plats, tu sais, puis que il n'y a pas de différenciation, ton choix de répertoire est pas original, ton approche est pas bonne, t'as pas de soutien financier, c'est sûr que ça, là, ça va être extrêmement difficile. Mais à la base, si ton idée est bonne, puis moi j'ai été chanceux, je pense, j'ai eu des bonnes idées. J'ai eu des bonnes idées depuis le début. Des fois, je me suis trompé, mais quand je me suis trompé, vite, j'ai passé à d'autres choses, par contre, pour aller sur la prochaine idée qui va marcher. Je suis OK. pas resté là à me dire, non, non, les gens, là, ils vont finir par comprendre, puis ils vont finir par aimer ce que je fais. Ça n'a pas été mon approche. Donc, je pense qu'un jeune qui veut vraiment, puis il faut quand même être, euh, il faut quand même être humble, puis accepter que des fois, ton idée, c'est pas la bonne. C'est pas la Oui. bonne. Fait que c'est ça, souvent les gens ils s'entêtent, puis là ils se disent ah ça n'a pas marché ma carrière, ouais mais t'as essayé tout le temps la même affaire, puis c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, tu sais, ou tout le temps de la Oui. même façon. Je Fait que j'en comprends, oui. reviens à l'entrepreneuriat puis au marketing puis tout ça, Oui, c'est puis là que ça les joue. gens qui nous entourent, mais moi, ce que je trouve surprenant, c'est que tu as travaillé beaucoup dans ta bulle avec ta femme, puis tout ça, puis tu as développé ton affaire. Vous n'êtes pas beaucoup dans votre équipe, là, mais tu as quand même allé chercher
des collaborations en Oui, mais rencontrant exactement. d'autres personnes, là. C'est ça, mais exactement. Quand j'ai commencé ma carrière internationale, il n'y a personne qui m'a appelé de l'Australie pour me dire viens, je vais t'organiser une belle tournée, David. Mais non, je n'étais pas connu, j'étais jeune, j'avais pas. Donc, c'est moi qui l'ai organisé la tournée. Puis comment on organise une tournée au début? Ben, moi, j'ai invité des artistes australiens ici en faisant des échanges. Tu sais, moi, je connaissais bien mon réseau ici. Je connaissais zéro le réseau là-bas. Eux le connaissaient là-bas, puis pas ici. Alors, moi, j'organisais une tournée pour eux ici. Eux organisaient une tournée pour moi là-bas. Puis maintenant, c'est des amis que 25 ans plus tard, c'est encore des collègues. Puis encore, Oui. je vais jouer en Nouvelle-Zélande à l'automne. C'est toujours resté ça. Puis c'est parti, Wow. j'avais 17 ans quand j'ai fait ça. Et puis, c'est la même chose en Pologne, j'ai des super bons amis. Au Mexique, organisé plein de tournées. Fait que, tu sais, est-ce que c'est parce que j'étais, wow, le grand David Jacques? Non. Euh, Au départ, c'était simplement parce que j'avais l'esprit d'entrepreneuriat. Puis avec mon épouse, c'était ça. Avec Carmen, elle me disait, moi, je lui disais à la blague, bon, où est-ce que tu aimerais aller jouer? On avait un duo de jazz, OK? Puis là, j'ai dit, dans quel pays tu t'aimerais aller jouer? Puis là, elle me challengeait, elle disait, hey, au Népal, wow! Et on a joué au Kathmandu Jazz Festival, puis on a joué en Inde, puis au Pakistan, puis dans toutes sortes de pays, à Brunei, dans la jungle. C'était incroyable. Mais tout ça Wow. partait d'une espèce de challenge. Hey, Oui. comment tu vas nous booker là? Ouais, ok, j'ai trouvé un festival, regarde, je te garantis qu'on va y aller. Fait qu'il y a comme Euh, il y a un plaisir à faire ça aussi. Il faut le c'est faire ça. avec plaisir, C'est là. un challenge, puis une fierté Ouais. aussi, une fierté à faire ça, tu sais. Fait que c'est peut-être pour ça que les gens disent ambassadeur du Québec. Bon, c'est parce que j'ai travaillé beaucoup à l'international. Et Ouais. puis, j'ai développé beaucoup ça, là, dans toutes sortes de pays où, normalement, on va jamais pour jouer. Récemment, bon, là, c'était avec l'ensemble Caprice, mais je suis allé en Afrique du Sud, Oui, oui. en pleine pandémie, dans les avions vides. Puis c'était super le fun. On a eu beaucoup de plaisir. Puis, mais voilà, on a fait des nouveaux collègues, des nouveaux contacts. Oui, ben, tu sais, puis c'est un titre mérité, je crois, avec tout le cheminement que tu nous présentes là, dont tu nous parles. Écoute, David, pour être artiste et musicien, on doit se spécialiser, se développer. C'est un domaine très exigeant. On doit être intense, on doit être régulier, on doit être à notre affaire. On offre des formations dans les cégeps, dans les universités, en même titre que n'importe quel métier. Il existe même des formateurs pour les gens qui cheminent un peu plus autodidactes. Tu as une partie d'autodidacte dans ce que tu fais. Et pourtant, c'est considéré depuis toujours comme un divertissement. Est-ce qu'il serait temps de reconnaître ce parcours au même titre que n'importe quel autre métier? Oui, certainement, mais la problématique qu'on a dans les arts, puis en musique, mais dans tous les arts, c'est il va toujours avoir des amateurs. Dans le sens où, si on oppose à professionnel, il y a les amateurs. Puis ça, en droit aussi, c'est un concept qui est très important dans le développement du droit d'auteur, c'est que c'est toujours cette dualité-là entre le professionnel puis l'amateur. C'est-à-dire que moi, si je dis, oh, je suis pas assez payé, j'irai pas, ben, il y a toujours un amateur qui va être prêt pour le faire. C'est pas balisé, il n'y a pas de balise. Donc, c'est là que ça devient difficile, c'est de faire sa place comme professionnel et que les gens acceptent de payer pour ça, alors qu'un amateur, un bon amateur, peut faire la job souvent. Ça c'est difficile. Et la ligne Et mince entre les est deux. vraiment mince. Elle est vraiment mince parce que. Et puis, on le voit aussi dans les festivals, encore plus dans la musique populaire, évidemment. Dans la musique populaire, il y en a plein euh, qui ont juste jamais étudié là-dedans, puis finalement, ils font des grosses carrières. Ils deviennent professionnels, dans le sens qu'on commence à les payer pour faire ça, là. Mais Oui. sinon, il y en a plein qui vont prendre ta place là, facilement, euh, même sans avoir toutes les études qu'on fait. Ou Donc, toutes les spécialisations, ils se sont spécialisés un petit peu plus restreint un peu, mais ça demande quand même un parcours particulier, de la ouais, c'est sûr que persévérance. l'école n'est pas un passage obligé pour plusieurs styles, mais c'est sûr que quand on étudie la musique ancienne, ou quand on étudie le jazz, ou qu'on étudie des styles qui demandent vraiment plus d'approfondissement, mais on n'a pas vraiment le choix que de passer par l'université ou par le... Et puis à ce moment-là, ben c'est sûr qu'on devient, comme l'autre personne disait, on devient euh,
des spécialistes plutôt rares parce que, évidemment, il faut avoir passé par tout ce processus-là. Il n'y a pas un amateur qui peut arriver puis jouer tout d'un coup dans un orchestre baroque puis réaliser une ligne de continuo à la clé de fa, et puis c'est impossible. Ça se peut pas. Donc, il y a quand même là, certaines activités là, qui sont pas mal réservées aux professionnels. Mais Oui. quand on revient plus vers le divertissement, comme tu disais tout à l'heure, évidemment, là, il y a une espèce de bouillonnement d'amateurs et de professionnels. Ça rend les choses difficiles. Oui, absolument. Puis qu'est-ce que tu dis à tes élèves, toi, pour les préparer à cette réalité-là dans tes cours? Est-ce que tu n'en parles un peu? Oui, mais c'est sûr que oui, moi j'adore parler de ça, là, mais il faut que les étudiants aient ce goût-là parce que il y a plusieurs étudiants qui font un deck en musique sans nécessairement vouloir faire ça dans la vie, puis c'est clair au départ, là. Il y en a qui vont juste étudier dans d'autres choses après, puis la musique, c'est simplement personnel, c'est un cheminement personnel, puis ça, je respecte ça très bien aussi, là. Mais à partir du moment où on décide d'étudier à l'université en interprétation, par exemple, ben là, c'est sûr que les discours sont plus francs, et puis il faut vraiment, à ce moment-là, mettre les bouchées doubles, puis mettre les points sur les i, expliquer c'est quoi la réalité, puis c'est Oui. quoi, comment on peut arriver à être musicien professionnel. Mais encore là, il n'y a pas une façon de faire. On est plusieurs professeurs de guitare, puis on a eu des carrières différentes sur des bases complètement différentes. Il y en a qui ont gagné plein de concours, puis toute leur carrière s'est bâtie là-dessus. Moi, j'ai jamais gagné, ben, j'ai gagné des petits concours, mais ça a jamais été c'est pas ça que moi la base de ma carrière. Ça n'a pas été de gagner des concours. Alors, qu'est-ce qu'on dit à un étudiant? On dit-tu, il faut que tu gagnes des concours, sinon c'est impossible, ou Oui. ben moi je peux pas dire ça parce que je suis la preuve que ça se peut sans ça. Alors, Ça, c'est on le côté partage plus notre expérience, puis l'étudiant choisit en bout de ligne, là. Oui, il y a le côté, moi, je comprends de ton cheminement, c'est surtout le côté Ah oui. d'entrepreneuriat qui ressort. Écoute, David, on approche de la fin de l'entrevue. Euh, et c'est vraiment, je parlerai encore un bout de temps avec toi. J'aime beaucoup ta vision des choses, une vision simple et facile à comprendre. David, tu as donné plus de 4000 spectacles, tu as joué dans 40 pays, sur 5 continents. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2022? Là, OK, la pandémie, on vit la pandémie. Là, les salles de spectacle réouvrent. Est-ce qu'ils vont refermer? On ne le sait pas parce qu'on joue un peu au yo-yo. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2022? Ben, moi, je me compte vraiment chanceux et très privilégié parce que malgré la pandémie, au début, je pensais que tout allait s'écrouler puis que ça allait être une catastrophe. Mais finalement, j'ai perdu plein de choses, mais il y a autant de choses, sinon plus, qui ont pris la place. Là, je OK? parle encore en musique, là, donc Oui. toutes sortes d'autres productions qui sont ajoutées. Alors, j'ai pas tellement souffert puis encore là, je le dis, je suis privilégié, là, je suis même gêné des fois de dire ça, là. Mais ça a pas été 2 années très plus difficiles, là, je dirais. Mais OK? ce qui s'en vient pour moi en 2022, c'est la reprise des tournées. Je vais à New York dans 2 semaines. OK? Après ça, j'ai plusieurs tournées, là, vraiment, j'en ai beaucoup cette année qui sont prévues. Puis si ça s'annule, ça va se remplacer par d'autres choses. J'ai Oui. l'enregistrement du troisième volume de Histoire de guitare à l'automne qui se Wow. prépare. Et puis, puis la restauration de guitares, j'aime beaucoup ça. Acheter des guitares, les faire restaurer par mon bon ami Antoine Lacasse, et puis Oui, qu'on les salue en revendre, passant. qu'on salue en passant. Et puis ça, c'est une passion. J'aime ça, me lever le matin, puis fouiller un peu les offres qu'on me fait sur des guitares anciennes, puis faire du marchandage, là. J'aime bien faire ça. Puis à très court terme, ben, il y a la saison des impôts, parce que oui, je fais des Oui. déclarations fiscales. Pas Oui, parce que je oui. suis obligé, je pourrais ne pas en faire, mais j'aime ça. Ça, c'est un Ouais, côté c'est bien assez bizarre. contradictoire, là. C'est pas mal l'opposé de quelqu'un qui est très Exact. artistique, là. Puis, Ouais. Mais tu sais, fait si que- on parlait d'entrepreneuriat, ben moi je réponds à un besoin là, fait que je suis ouais. le sauveur de pas mal de monde en termes de déclaration fiscale, puis j'aime ça voir dans les yeux des gens que je leur règle un problème. Ça me Oui. fait vraiment plaisir. Ah, ben, OK, mais ben, si tu savais à rajouter quelque chose pour le mot de la fin, David. Ben, je souhaite je te remercie d'abord d'avoir pris le temps de faire cette entrevue-là, puis d'avoir renoué les contacts, là, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ah, je suis vraiment Puis content, je- c'est plaisir. ouais.
Puis je Juste. salue ben, tous les auditeurs, évidemment. Puis je souhaite vraiment qu'en 2022, on puisse se revoir, puis que je puisse vous raconter des histoires de guitare sur scène. Ça va me faire vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ah, de rien, mais en tout cas, vous pouvez prendre connaissance de ce que David fait sur david-jacques.com. Sur sa chaîne YouTube aussi, il y a beaucoup de vidéos. Sur son Facebook, David Jacques-guitariste, où il nous tient au courant de ses concerts. Il y a des images, il y a des vidéos, puis parfois même, on peut avoir accès à web diffusion. On peut acheter des billets. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite fortement à aller vous abonner, à voir tout ce qu'il y a comme contenu. Pour terminer l'entrevue, là, on va entendre la pièce de Gaspard Sands, qui est la pièce Canarios. Euh, Avant de nous laisser, peux-tu nous parler un peu de la guitare sur laquelle tu la joues? Oui, c'est une guitare fabriquée par Pracht en 1776 à Lyon. Et puis, donc, c'est une guitare baroque, une guitare à 10 cordes, 5 cœurs. Et c'est la première guitare baroque que j'ai achetée qui a lancé tout mon projet d'histoire de Wow! guitare. Fait que c'est un peu pour ça que je l'aime particulièrement. OK. C'est vraiment, il y a une belle énergie sur le vidéo que tu m'as transmis. Là, c'est de toute beauté. C'était Jackie Poulain à l'émission Vie d'artiste avec David Jacques, qu'on remercie encore grandement d'avoir été présent. Ne manquez pas les prochaines émissions. Ils vont vous être diffusés de façon aléatoire, mais c'était quelque chose à suivre et toujours intéressant à découvrir le parcours de nos artistes. David va nous interpréter cette pièce de Gaspard Sands qui a été enregistrée à l'église de Notre-Dame des Pins dans la Beauce. Alors, merci encore, David. Merci. On se dit à bientôt. Au Oui, revoir. j'espère. Au Ben oui, revoir. c'est à suivre en tout cas. Au revoir. Au revoir. Comme un arbre que l'on plante, elle représente toutes les croyances vivantes depuis l'enfance.